Donc, merci à tous d'être présents. Merci aussi à Jennifer Deo et Julien Fallière qui ont organisé ce webinaire dédié à la présentation par BPI France de l'appel à projet offre de robots et machines intelligentes d'excellence. Comme je le disais, il va y avoir un temps de présentation par BPI France, puis une brève introduction des services du pôle par moi-même. Et suite à ça, on relaiera les questions que vous pouvez poser par écrit, parce que vous êtes en mode écoute seul. Pour poser vos questions, vous appuyez sur le petit point d'interrogation en haut à droite de votre interface GoToWebinar. Et donc, je remercie Axel Davinan et Pierre Fauveau pour être présents aujourd'hui, pour nous présenter cet appel à projet. Je vous laisse la main, je vous laisse vous présenter. Ça marche. Je vais commencer. Du coup, Axel Devinant, je travaille à la direction du pilotage des programmes chez BPI France et du coup, je coordonne entre autres plusieurs appels à projets, dont l'appel à projet offre de robots et machines intelligentes d'excellence. Bonjour à tous, Pierre Fauveau, responsable sectoriel pour BPI France avec les domaines de prédilection étant la robotique et la mobilité autonome. Je suis là pour regarder vos projets, les instruire et en faire sortir le meilleur d'eux. Merci beaucoup. Donc, il y a encore quelques personnes qui sont connectées. Donc, c'était juste pour rappeler que vous pouvez poser vos questions en continu par écrit parce que vous êtes en mode écoute seul en utilisant le petit point d'interrogation sur l'interface GoToWebinar. Et Axel, je te laisse commencer. Alors, donc on est là pour présenter ce dispositif. Donc, cet appel à projet, il est ouvert jusqu'au 25 juin. Il y a déjà eu une première relève le 9 octobre 2023 et la prochaine sera le 25 janvier 2024 avec une clôture prévue le 25 juin 2024. Pour présenter un petit peu le contexte dans lequel cet appel à projet se trouve, on va revenir sur les principes fondamentaux de France 2030. Donc, France 2030, c'est un plan d'investissement assez inédit par son ampleur. C'est 54 milliards d'euros visant à transformer durablement l'économie française et à relever des grands défis, que ce soit écologiques, économiques, technologiques, industriels et sociaux. C'est un plan d'investissement qui est opéré par plusieurs opérateurs, dont BPI France, mais aussi l'ANR, l'ADEME et la Caisse des dépôts, pour relever des objectifs et des leviers. Vous les trouverez sur cette slide. Je ne vais pas forcément revenir dessus, mais vous aurez cette présentation à la fin. Donc, c'est, comme je l'ai dit, un plan d'investissement inédit par son ampleur, avec une doctrine assez spécifique aussi. Donc, on a une prise de risque accentuée et assumée. Donc, on veut soutenir des projets potentiellement plus amont ou atypiques et particulièrement novateurs et en rupture par rapport à l'état de l'art. On a une sélectivité et un haut niveau d'exigence, notamment en termes d'incitativité et d'innovation. Donc, on cherche à soutenir des projets qui ne se feraient pas sans l'intervention publique et on cherche à miser sur des acteurs émergents et avec un fort caractère innovant et valeur ajoutée du projet. Voilà. Cet appel à projet-là, il se situe dans une stratégie d'accélération robots et machines intelligentes que je vais laisser Pierre présenter. Top, merci. Du coup, peut-être avant de commencer, une stratégie d'accélération, c'est un focus sur les enjeux du futur concernant des points sociaux, écologiques et économiques. Donc, ce concept de stratégie d'accélération est né en fait de trois constats. Donc, le premier, c'est un développement de la data qui a permis d'engendrer l'IA, le deep learning, et qui vient rencontrer la robotique, ce qui va permettre de lever des verrous technologiques importants et de rendre la robotique encore plus efficace et avoir un impact économique important. Le deuxième constat, c'est de remarquer que la filière industrielle française est en retard concernant la robotique. Pour donner quelques chiffres, on est 9e au rang mondial concernant le nombre de robots par habitant. On est loin derrière l'Allemagne, la Chine, la Corée, les États-Unis et encore d'autres acteurs. Donc l'idée, ça va être de pousser cette filière industrielle qui est un socle important de notre économie, que ce soit par la production directement de robots ou d'équipements permettant la production de ces robots. Qui actuellement, bien trop souvent, on est obligé d'aller hors de la France, si ce n'est même hors d'Europe, pour s'en fournir.
Après, il y a un autre point, quand même, un constat positif qui a été vu aussi, c'est que la recherche en robotique au niveau français est un des fleurons au niveau européen et peut venir challenger beaucoup de pays au niveau mondial. Du coup, si la stratégie d'accélération est basée sur quatre axes avec 3 dynamiques différentes, est-ce que Axel, tu peux... Oui. Merci. Top. Du coup, elle est basée sur 4 axes principaux. Donc, l'objectif, ça va être de renforcer notre autonomie stratégique sur les grands marchés de transition écologique et énergétique et de répondre aux demandes et besoins des filières stratégiques prioritaires. On reverra ça un petit peu à son nombre de 19. Réindustrialiser par les innovations en rupture de procédés, de modèles économiques et d'organisation. Placer la France en tant que leader en robotique, mais aussi ne pas perdre de vue que la robotique peut être une technologie d'intérêt général. Donc ces 4 axes vont se reposer sur 3 dynamiques. Pour résumer, donc on va avoir la partie transformation, qu'on peut aussi voir un peu comme une amélioration, c'est se baser sur l'industrie qui existe, venir la renforcer. On va avoir la réindustrialisation, donc c'est venir réindustrialiser grâce à des technologies qui sont de plus en plus présentes. On peut penser notamment à la fabrication additive qui peut remplacer certaines industries. Et on va parler de néo-industrialisation, qui sont toutes les robotiques, toute la robotique nouvelle, des robotiques de service bien souvent, donc le médical, la santé, l'industrie de surveillance, ainsi de suite. Donc maintenant qu'on a vu cette stratégie d'accélération, on va voir l'AAP, donc l'appel à projet dans laquelle s'inscrit cette stratégie d'accélération. Du coup, on retrouve globalement la même chose. Les grands objectifs de l'appel à projet, c'est renforcer la compétitivité des entreprises de nouvelles filières industrielles d'excellence sur des marchés émergents, en forte croissance ou en rupture. Donc on retrouve aussi renforcer notre autonomie stratégique sur les grands marchés des transitions énergétiques et écologiques. Et donc les 19 comités stratégiques des filières, je vous invite à aller les voir, mais elles sont nombreuses. Elles passent du recyclage, du luxe, au bois, au transport. Elles sont nombreuses. Du coup, qu'est-ce qu'attend l'État après cet appel à projet? Ça va être de développer l'innovation, d'aller au-delà de l'état de l'art, de renforcer l'autonomie et la résilience des filières industrielles en assurant l'approvisionnement des composants essentiels à nos chaînes de production. Donc, ça revient d'un des constats où il est difficile de s'approvisionner français, et favoriser la compétitivité de l'offre et machine intelligente par l'innovation et exporter ça au-delà de la France pour aller au niveau européen et international. Votre projet, à quoi il doit répondre pour pouvoir postuler? Donc, comme on l'a répété, il doit être innovant. Il doit être à un stade de maturité TRL 6 à 9. Qu'est-ce que le TRL? C'est le niveau de maturité du produit. Le 6, pour donner une idée, c'est démonstration d'un prototype dans un environnement représentatif, alors que le 9, système réel achevé qualifié par des missions opérationnelles réussies. Il doit permettre la création de valeur à l'échelle française. Il doit avoir une durée maximale de 36 mois. Il peut être porté par des entités, entreprises, labos, quelle que soit leur taille, forme juridique, mode de gouvernance ou leur financement, et doit représenter une composante matérielle innovante pour assurer le développement et la mise en œuvre à l'échelle industrielle du produit. Industriel du produit, c'est important à s'en souvenir parce que ça veut dire qu'en fin de projet, on doit atteindre un TRL 9. En termes de projets attendus, donc on attend des projets d'investissement matériel, de recherche et développement, de logiciels et d'équipements de production nécessaires pour le développement et le déploiement d'une offre de robots et machines intelligentes. Donc, c'est donc des projets d'investissement productifs en priorité et des projets qui incluent une composante RDI. Les projets doivent avoir une assiette totale d'un montant supérieur à 1 million d'euros pour les projets monopartenaires et 4 millions d'euros pour les projets collaboratifs. Donc les projets qui présentent uniquement une dimension logicielle sont exclus de cet appel à projet, et également les projets qui présentent uniquement des dépenses de RI, donc de recherche industrielle, sont exclus. Mais la réalisation du projet peut comporter des phases de recherche industrielle et des phases de développement expérimental préalables à la mise sur le marché. Comme on l'a précisé, cet appel à projet il s'inscrit donc en transverse des filières. Il n'y a pas d'appréciation discriminante en fonction des thématiques sectorielles ou des technologies développées. Tout type de projet a vocation d'être retenu s'il vérifie tous les critères d'éligibilité qu'on vous présente là et qui répond aux objectifs de l'appel à projet. Donc sur cette slide, vous avez
différents exemples de projets qui pourraient être éligibles, donc les drones, imprimantes 3D, machines à commande numérique, équipements robotiques et industriels, cobots, les robots de services professionnels, personnels et médicaux. Et voilà, il y a vraiment tout type de robots avec tout leur marché applicatif, aucune discrimination par rapport à ces filières-là. Et sur ces slides, on a réécrit tous les critères de sélection. Donc, c'est les critères qui seront utilisés et par BPI France pour analyser votre projet, mais aussi par les experts indépendants qui seront mobilisés à certaines étapes pour évaluer les projets, mais on y reviendra. Donc, on a le caractère stratégique, donc l'adéquation de votre projet avec les objectifs de l'appel à projet, l'impact sur la souveraineté, la potentielle néo-industrialisation. On va évaluer le caractère innovant et la création d'un avantage concurrentiel durable avec des innovations de rupture, la valorisation de l'acquis technologique, la stratégie pays, etc. On va également évaluer le caractère incitatif de l'aide. Donc, comme je l'ai précisé au tout début, un projet qui ne se ferait pas dans les mêmes termes, qui se ferait dans les mêmes termes sans l'apport de cette aide ne devra pas en bénéficier. On va évaluer l'impact économique du projet, les impacts sociaux, les créations d'emplois sur le territoire, l'efficacité sociale du projet. On va évaluer les impacts environnementaux. On va y revenir, mais c'est un fort critère de sélection sur cet appel à projet-là. Donc, la contribution du projet au développement durable, à la prise en compte de la transition énergétique et écologique, donc l'éco-conception, les efforts d'estimation des impacts, l'engagement du porteur de projet pour maîtriser aussi ces impacts. On va évaluer le modèle économique et la stratégie d'accès au marché, la qualité du plan d'action et de gestion de projet. Donc, on va également évaluer la qualité de l'équipe et puis la capacité du porteur de projet à réaliser le projet et la cohérence entre la situation financière de l'entreprise et l'importance des travaux proposés dans le cadre du projet présenté. En termes de financement octroyé, donc la modalité d'attribution de l'aide va respecter une répartition forfaitaire. Vous l'avez là sur l'écran, il y en a deux. Donc, il y a la répartition forfaitaire classique, 60% de l'aide attribuée sous forme de subvention et 40% de l'aide attribuée sous forme d'avance remboursable. Et sur cet appel à projet-là, on a une spécificité, c'est que les projets qui vont expliciter et quantifier des effets positifs attendus concernant la transition écologique et de caractère environnemental vont bénéficier d'une répartition forfaitaire plus favorable, donc avec 70% de l'aide sous forme de subvention et 30% sous forme d'avance remboursable. Et les projets qui vont se montrer ambitieux sur les effets positifs écologiques pourront recevoir un abandon de créance à la fin du projet si les objectifs écologiques sont atteints. On voit là un fort impact sur ce critère-là. En termes de processus de sélection, donc comment ça va se passer? Là, vous avez une petite frise qui vous montre un petit peu le calendrier, le processus de sélection. Il y a 3 phases de sélection sur les dispositifs France 2030 généralement. Il y a le dépôt d'un dossier allégé sur notre plateforme de dépôt Pixel. Ce dossier-là, il est à télécharger sur la page web BPI France de l'appel à projet. Vous devez donc déposer certains documents, dont une présentation du projet en termes de slides, donc 30 slides de présentation. Pierre va y revenir, je crois, dans la slide suivante. Une grille d'impact, un petit tableur Excel sur le prévisionnel économique et quelques documents administratifs. Donc ça, c'est la première étape. Votre dossier va être étudié par BPI France et ça constitue le premier filtre de sélection, enfin c'est la présélection. Si votre dossier passe ce premier filtre, on passe à la phase d'audition. On va y revenir un peu plus tard, mais votre projet sera donc auditionné devant un jury. Ça constitue le deuxième filtre et à la suite de ce filtre-là, si votre projet est sélectionné, vous passez en instruction approfondie et donc il y a une préparation d'un dossier complet à déposer par les porteurs, toujours sur cette plateforme Pixel. Vous avez 1 mois pour le préparer et il y aura du coup un 3e filtre de sélection à l'issue de cette phase d'instruction pour décider ou non d'une décision de financement. Et ensuite, on passera à la phase de conventionnement et
de suivi du projet, des indicateurs et du reporting. Pierre, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce processus ou… Non, et ce qui est à transmettre, de toute façon, sera transmis en heure et en temps, notamment sur le dossier complet. On reviendra pas forcément Ouais. dessus, mais pas de souci, on sera accompagné. Du coup, je te laisse la main pour réussir la présélection. Top. Du coup, ces petits tips qu'on va vous partager, c'est qu'il y a déjà eu une relève et qu'on s'est rendu compte que souvent c'est très bien, mais il manque des petits détails pour savourer pleinement le projet. Donc le premier, c'est ce que je l'avais dit au début, il faut montrer que le projet, que le produit à la fin est industrialisable, que ce soit en montrant que le produit arrive à un TRL 9 ou qui est des investissements productifs. Un point important, c'est que l'innovation doit être résumée mais claire. C'est-à-dire qu'il faut toujours dire d'où on part, l'état de l'art, qu'est-ce qui va empêcher d'atteindre cette solution, donc les verrous technologiques, et détailler sa solution en se basant sur l'état de l'art et les verrous technologiques. La concurrence, donc là on a vu l'état technique, mais il y a aussi tout ce qui va être business, analyse du marché et modèle économique. La concurrence est trop souvent omise. La concurrence, ça peut être direct, indirect, même rien faire, ça peut être une concurrence. Donc il faut dire en quoi, quels sont vos avantages par rapport au reste des concurrents. Il ne faut pas oublier aussi les acteurs qui peuvent rentrer sur le marché. Qu'est-ce qui les empêche, eux, de venir se positionner demain sur votre innovation. Ensuite, ce qu'il faut détailler, c'est le modèle économique et analyse du marché. Qui est prêt à acheter vos solutions? Est-ce que vous pourrez vous développer une fois le projet fini? Est-ce que vous visez d'autres marchés? Est-ce que c'est une niche? Est-ce que cette niche est suffisante? Et comment vous allez produire et distribuer vos solutions? Il existe plein de façons. Il pourrait y avoir de la vente, de la location de services. Plusieurs modèles existent vers lesquels vous vous orientez. On a aussi fait une petite slide pour vous présenter un petit peu ce qui pourrait se passer donc en phase d'audition. Donc une fois que le projet aura été présélectionné, le projet est donc amené à être auditionné. L'audition, c'est 40 minutes, donc c'est 15 minutes de présentation du projet et 25 minutes de questions-réponses avec un jury. Lors de cette audition-là, donc c'est à ce moment-là qu'on fait appel à des experts indépendants. Donc c'est des personnes qui sont issues de la société civile, spécialisées dans un domaine précis et qui va permettre d'apporter une expertise marché et une expertise technique sur le projet et ses impacts potentiels. Donc sur chaque projet, il y a toujours 3 experts indépendants qui sont amenés à faire partie du jury, potentiellement des experts ministériels si le projet fait plus de 10 millions d'euros. Et des experts BPI France. Et ensuite, à la suite de cette audition, il y a un débrief et c'est à l'issue de celle-ci que vous passez ou non en instruction approfondie, qui est le 3e filtre et dernier filtre de sélection du dispositif. Voilà, on a fini la présentation. J'espère que ça a été clair. Dans tous les cas, on reste à votre disposition pour tout complément d'information. N'hésitez vraiment pas à nous contacter sur soit mon adresse mail, soit l'adresse mail générique aap-france2030 @bpifrance.fr. On est très réactifs et on est là pour répondre à toutes vos interrogations et à vous accompagner. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. Donc, comme je le disais en introduction, vous pouvez poser vos questions en utilisant le petit point d'interrogation qui doit être juste à droite de votre interface GoToWebinar. Pour vous laisser le temps de poser vos questions, vous voulez très rapidement faire un petit rappel sur les services du pôle concernant le montage de projet. Donc ça va prendre 2 minutes. Hein. C'est juste pour rappeler que sur la recherche de financement public, le pôle peut vous accompagner en plusieurs étapes sur une phase d'émergence avec l'identification des bons dispositifs de financement, l'aide à la recherche de partenaires, sur la phase de cadrage et de réponse à appel à projet avec le support à la préparation de la réponse à appel à projet et
la labellisation par le pôle, on y reviendra juste après. Et puis ensuite, on propose aussi du support post-dépôt. Et ce qu'on constate, c'est qu'en vous appuyant sur vos pôles de compétitivité, et plus particulièrement Aerospace Valley, vous maximisez vos chances de succès. Alors, selon les appels à projets, cette maximisation varie, mais en général, on observe des taux de succès qui peuvent être multipliés par 2 si vous vous appuyez sur nous. Donc, pour faire un petit focus sur l'accompagnement au montage, parce que là, on est déjà en train de parler d'un appel à projet en particulier, on peut vous aider sur le cadrage de la proposition avec la mise à disposition de templates, l'aide à l'organisation des phases à venir sur du rétro-planning, de la préparation de la réponse à appel à projet et la mise en relation au cas par cas lorsque c'est possible avec le financeur si c'est nécessaire, mais aussi avec des partenaires potentiels. On met en ordre de bataille avec vous nos experts thématiques et d'innovation sur la relecture qualifiée de vos propositions sur des phases intermédiaires ou sur des projets un petit peu plus aboutis, voire les deux. On vous aide au dépôt avec des conseils pour anticiper les actions, les documents à réunir, des petits conseils aussi sur les différents outils, parce que on a presque un dispositif par financeur. Et puis après, on peut aussi vous accompagner sur le support post-dépôt, que ce soit sur la phase de contractualisation, notamment pour les projets européens, sur la mise en visibilité de votre projet lorsqu'il va être lancé s'il est sélectionné, et puis en cas de résultat négatif, parce que ça arrive encore, eh bien on va pouvoir essayer de trouver des nouvelles opportunités de financement et des stratégies de retournement. Un petit focus sur la labellisation, puisque c'est une valeur ajoutée pour vos projets, notamment auprès de BPI France, lorsque vous candidatez à des réponses à appel à projet sur France 2030, et donc l'appel à projet dont nous parlons aujourd'hui. Donc le comité de labellisation, pour rappel, c'est un comité ad hoc qui se réunit mensuellement. Il réunit les membres permanents du conseil d'administration du pôle, donc il y a une quarantaine de sociétés. En général, on est présent, on a une présence de entre 10 et 20 membres du conseil d'administration sur un même comité de labellisation. Il y a un respect de la confidentialité. On fonctionne sur forme d'audition, c'est-à-dire que le process est assez simple. Vous proposez votre projet, vous rencontrez nos experts métiers et l'équipe innovation. Lors du comité de labellisation, vous pitchez votre projet en visio avec 10 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses. Et puis, on vous transmet, le cas échéant, lorsque la labellisation est donnée, un courrier de labellisation argumenté. Ce courrier de labellisation, il a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de faire reconnaître votre projet auprès de la filière, parce que c'est une reconnaissance de votre projet comme étant prioritaire et en lien avec les problématiques de la filière qu'adresse Aerospace Valley et son territoire. Et puis, vous avez aussi une bonification en termes de notoriété et de sérieux de votre proposition auprès des financeurs. C'est un gage de qualité et de reconnaissance. Et donc, on est une équipe de 3 personnes. Vous connaissez peut-être déjà Anne et Julien et moi-même. On a une adresse générique et puis vous aurez nos coordonnées en suivant. Voilà pour ma présentation. Peut-être juste maintenant, on va passer à la phase de questions-réponses. On en a un certain nombre. Je pense que nos intervenants peuvent réactiver leur caméra. Les questions vont surtout s'adresser à eux. On avait déjà quelques questions sur le cahier des charges à proprement parler du dispositif. Il y a deux notions qui semblent interpeller. La première, c'est la durée maximale de 36 mois qui peut-être rentre en écho avec la problématique d'atteindre un TRL9 en fin de projet, ce qui peut poser question notamment dans des projets qui adressent la filière aéronautique et spatiale et drone, puisqu'il y a toute une phase de certification et de qualification assez normée dans nos domaines. Est-ce que vous avez des éléments spécifiques sur ces sujets-là, la durée max de 36 mois et le TRL9 en fin de projet? Si c'est une question de certification, et en fait, on demande surtout de prouver qu'à la fin, le produit est industrialisable. C'est-à-dire que si c'est l'attente de la certification, en soi, je vois pas de problème, mais il ne faut pas forcément qu'il y ait des passages de cycle en V qui peuvent durer encore 36 autres mois.
je sais répondre à moitié, mais j'espère que ça a répondu. Si Axel Ok, veut rajouter quelque chose. ça marche. Et on est bien sur une durée maximale de 36 mois. Il n'y aura pas un financement sur une 4e année, par exemple. Tout à fait. Ok. Et est-ce qu'il est du coup recommandé, en cas de projet plus long, de partir sur un autre dispositif de financement type IDEMO, où les chances de succès seront amoindries parce qu'il existe un dispositif sur les machines intelligentes? Je te laisse répondre, Axel. Bah, effectivement, ça peut être pertinent de partir sur un IDEMO si le projet est plus long, effectivement. Et ça n'aura pas d'impact parce qu'il existe un autre dispositif. En fait, nous, on cherche juste à ce que les projets ils rentrent bien dans les bonnes cases. Si c'est un projet qui a plus une construction comme un IDEMO et qui répond plus aux critères d'éligibilité de IDEMO, alors il sera mieux sur ce dispositif-là. Claire, merci beaucoup. Il y avait une question sur, toujours dans le cahier des charges. Il y a un financement possible des activités de R&D et aussi des activités d'investissement et d'industrialisation. En termes de justement d'articulation dans la présentation du projet, quelles seraient vos recommandations? Est-ce que c'est par lot? Il y a un lot dédié à l'industrialisation? Est-ce que ça doit être cadencé dans le temps? Les lots doivent avoir un rapport entre eux. Et l'investissement, effectivement, du coup, je vous confirme, l'investissement de recherche, développement, innovation et investissement industriel sont à prendre. Après, la disposition au sein des lots, faites selon la logique de votre projet. Souvent, dans la plupart des projets, on voit que la logique, c'est de la R&D, puis un lot d'investissement qui a un rapport direct. Après, si dans votre cas, il faut un investissement pour faire de la R&D, dans ces cas-là, mettez-le dans le même lot de R&D. Voilà, ça dépend des visées et de la logique de construction de votre projet. Pardon, j'ai mon micro qui s'est coupé. Euh, alors, on revient sur la question précédente par rapport au TRL d'arrivée. On a un participant qui est en train de monter un projet collaboratif sur une imprimante 3D hybride pour le domaine de l'aéro. La machine aujourd'hui, elle a TRL 6.7. La techno dans l'aéro est sur un niveau beaucoup plus bas parce qu'il y a beaucoup d'étapes et de verrous à lever avant d'être certain de pouvoir embarquer ça sur un engin en vol. Euh, Initialement, donc ça fait écho à la question précédente, initialement, ils étaient plutôt partis sur un IDEMO, car ils visaient une durée de 4 à 5 ans de projet. Est-ce qu'il pourrait y avoir une stratégie de scinder le projet en deux, avec une première brique peut-être industrialisable plus rapidement sur robots et machines intelligentes, et un projet de R&D peut-être sur IDEMO? C'est tout à fait envisageable, effectivement, d'un projet séparé en deux avec une phase d'industrialisation plus rapide et sur laquelle retravailler et développer plus en profondeur avec des TRL plus bas pour un IDEMO. Totalement. Tout à fait envisageable et même Ok, conseillé. on peut articuler deux dispositifs France 2030 BPI. Ça marche. J'ai une question sur les taux de subvention pour savoir s'il était possible, enfin, dans quelles conditions il était possible d'atteindre les 70% de subvention à la place des 60%. Et dans les dossiers qui auraient été soumis et qui seraient sur cette demande, euh, qu'est-ce qu'il faut fournir en plus pour pouvoir argumenter autour de cette bonification du taux d'accompagnement? Alors, il n'y a pas de documents à fournir en plus. En fait, on va surtout se baser sur la grille d'impact. C'est le document qui est à compléter et qui est dans le dossier de candidature. Il y a plusieurs niveaux sur la grille d'impact et les dossiers sont du coup sur le niveau 2. Enfin, arrête-moi Pierre si c'est si c'est pas ça, mais les dossiers qui sont niveau 2 sur la grille d'impact pourront bénéficier de cette répartition forfaitaire favorable, plus favorable. Tout à fait. Et même, je vais rajouter, il va y avoir l'abandon de créance. Donc, si si vous vous placez dans un abandon de créance avec des métriques claires, normalement, on va sur les 70%. En fait, il faut se dire, est-ce que vous avez des métriques claires environnementales? Si vous avez des métriques claires qui apparaîtront à la fois dans le document qu'a présenté Axel, mais aussi côté abandon de créance,
il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est très clair. Si jamais ça ne répondait pas complètement à vos interrogations, n'hésitez pas à rajouter des questions derrière. On a une question sur le temps de réponse. Combien de temps pour avoir une réponse sur la sélection en phase 2, première audition d'un dossier déposé? Je pense que c'est la première phase entre le dépôt de dossier, l'audition, puis le dossier complet. Il y a un mois entre la sélection de l'audition et le dossier complet. Ouais. Mais peut-être c'est ce temps de tout début là, premier dossier plus audition. Est-ce que vous avez un petit rétexte là-dessus? Alors, je vais faire une réponse plus globale parce que je suis pas sûre de bien comprendre de quelle phase on parle. Et donc, entre un dépôt allégé et une décision de financement, déjà, il y a 6 à 7 mois. Dépôt allégé, vous déposez du coup votre dépôt sur, votre projet sur la plateforme et débute la présélection. Donc, on va mettre un mois, il va y avoir un mois jusqu'à ce que vous ayez une réponse favorable ou défavorable. Ensuite, c'est la phase d'audition. Il faut compter environ 3 semaines pour l'organisation des auditions. Vous avez déjà eu votre réponse, mais il y a toute l'organisation. Votre audition se passe. Les résultats de l'audition sont assez rapides. Généralement, sous une semaine, vous savez le résultat de l'audition. Et c'est à l'issue de cette notification-là que vous avez un mois pour déposer le dossier complet. Et ensuite, l'instruction approfondie peut durer jusqu'à 3 mois. Et ensuite, décision de financement. Il peut y avoir des petits délais parce qu'en fait, on n'est pas, c'est plutôt l'État qui va statuer ou pas sur la décision de financement. On va être en attente de leur notification à eux. Mais voilà, l'instruction approfondie, ça peut durer 3 mois et ensuite quelques semaines d'attente pour le courrier de décision de financement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si je peux rajouter quelque chose, Ouais. ça n'empêche pas de démarrer le projet si vous aimez le risque lors de toutes ces phases d'instruction et de présélection. C'est-à-dire que toutes les dépenses sont prises en compte au dépôt du dossier. Après, vous pouvez commencer à engager des dépenses et faire le pari d'être soutenu. Et dans ces cas-là, ces dépenses seront remboursées. Mais si les avis sont défavorables, ces dépenses ne seront pas remboursées. Mais il est possible de commencer le projet lors de cette phase de sélection. Donc, juste pour reformuler, pour être sûr de bien comprendre, les dépenses sont éligibles à compter de la date de dépôt de la première du dossier allégé. Effectivement. Ouais. Ok, super. Mais effectivement, il faut supporter une le prise de risque. risque. Exactement. C'est très clair. On a 2 questions sur la labellisation que je vais regrouper en une. Est-ce que la labellisation est appréciée ou obligatoire au cours de l'instruction de dossier BPI et à quel moment doit-elle être transmise à BPI? Alors, vas-y Pierre. Non, toi. Est-ce que tu peux reformuler, désolé. Ah bah, si tu veux, je reprends. Vas-y, je te laisse C'est prendre la main. sur la labellisation. Donc la labellisation, elle n'est pas obligatoire, mais oui, effectivement, elle est appréciée parce que ça donne ça donne de la pertinence au dossier et ça montre sa qualité. Donc oui, c'est bien sûr apprécié. Et une lettre de labellisation, elle peut être ajoutée en fait à n'importe quel moment du dépôt du projet. Ça va pas être, comme c'est pas un document obligatoire, si vous l'avez pas au moment de la relève, votre dossier sera quand même évalué et lorsque vous aurez cette lettre de labellisation, on pourra l'ajouter au dossier. Et n'hésitez pas, nous, on le mentionne lorsqu'on le présente aussi, qu'il y a une lettre, un support précis ou pas. On le prend vraiment en compte même dès le début. Plus tôt vous l'avez, mieux c'est. C'est très clair. Et peut-être juste pour compléter, le plus simple de toute façon, à mon sens, c'est de contacter directement Julien. Vous aurez ses coordonnées dans les planches. À partir du moment où vous avez une velléité de candidater sur cet appel à projet pour qu'on puisse voir comment programmer votre projet au mieux par rapport au calendrier et au retrait planning de BPI et au planning de nos comités de labellisation qui ont lieu mensuellement. On arrive au bout des questions. Si jamais il y en avait une autre, c'est le moment. Et sinon, je vous remercie, Axel et Pierre, pour votre participation. Je remercie à nouveau aussi Julien et Jennifer pour l'organisation du webinaire. Merci à tous pour votre participation aussi côté
côté adhérent. Et puis Axel et Pierre, je vous laisse le mot de la fin avant de couper tout ça. Merci à tous et en espérant voir plein de projets aussi magnifiques les uns que les autres. Oui, merci beaucoup. Et puis, je le redis, mais n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail, à nous contacter. On sera là pour répondre à toutes vos questions. Très bien, ben merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.